La seule limite à notre épanouissement de demain sera nos doutes d'aujourd'hui. Alors, ne doutez point. Car par ici, nous n'avons aucun doute quand il sonne 12 heures. Nous savons simplement qu'il est l'heure de vous informer à travers nos différentes rubriques. Nous sommes mardi et par ici, les mardis, nous parlons littérature. Nous répondons à vos préoccupations. Nous partageons avec vous des projets innovants à travers la rubrique 3 minutes pour convaincre. Dans mode beauté, nous serons avec les hommes ce midi. Alors ça, c'était pour le sommaire. Le développement, c'est après ceci. Ma plume, ta voix avec Oseni Yaya et son invité. Oseni, quel plaisir, quel réel plaisir de vous retrouver sur ce plateau. Plaisir à vivre encore et encore. Comment vous allez? Je suis aux anges. Je sais que je vous ai manqué. Et comment? Cachez un peu votre joie. Alors, nous parlons ce midi de la recherche effrénée du gain facile. Un sujet d'actualité. On est d'accord? Évidemment. Votre invité, bien sûr. Vous le présentez? Oui, monsieur Martin Kakpo, il est socio-anthropologue, il est poète écrivain. Sans plus tarder, d'abord nous allons on va lire un extrait de lecture pour inciter nos enfants et les lecteurs à la maison. Parce qu'ici, nous faisons la promotion de la lecture de livres et surtout des auteurs. Ok. Donc il va nous lire un extrait de son livre et puis après on va faire le débat. J'espère que vous l'avez salué au moins. Monsieur Martin Kakpo, bonjour. Étant donné que le temps est élastique ici. Bonjour, monsieur Yaya Oseni. C'est un plaisir de vous recevoir par ici. Alors, ce midi, on découvre la boulimie infernale. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Et on lit quel passage rapidement pour nos téléspectateurs? Nous allons à la page 42-43. D'accord. On y va? La peur me saisit au plus profond de moi. Incapable de prendre le bistouri apprêté pour la circonstance et d'inciser la jolie créature couchée dans le fauteuil rembourré. « Vas-y, Gabavi !» entendis-je me dire la voix, soudainement. « Qu'est-ce que tu attends? Tu l'as. Fais couler le sang pour moi. » Du sang. Du sang. La peur m'avait transi et j'étais pétrifié sur place. Je ne pouvais rien faire. J'avais pitié de Nora. Sacrifier une si belle fille comme elle, la tuer, l'immoler, pour que je continuasse de gagner beaucoup d'argent? Oh mon Dieu, je ne ferai pas ça. Je résolus à lui laisser la vie sauve. Une sorte de migraine s'empara de moi. Je saisis ma tête entre mes mains. La voix résonna encore, m'ordonna expressément d'accomplir le sacrifice. Une vision hallucinatoire m'emprisonna. J'entendis la porte de la deuxième chambre de l'appartement s'ouvrir et je vis sortir le vaudou sous une forme humaine. Il avait plus ou moins la taille du vieil homme de S. La colère se lisait dans ses yeux. Une arme blanche flambait dans sa main. Il se dirigeait vers moi. La panique me fit tomber et cogner la tête contre un fauteuil. Je me relevai aussitôt, mais le bout d'homme avait disparu. Je repris mes esprits. Que faire? Satisfaire le vaudou? Non, ce n'était pas nécessaire. Je renonçais à tout pour préserver la vie de Nora. Un instant, mon téléphone sonna. C'était Corvi. Je lui répondis que j'étais incapable de tuer un être humain ou de faire un quelconque mal à la fille. L'appareil s'éteignit. J'étais là, perdu dans mes idées, jusqu'à ce que Nora se réveilla. L'heure était avancée. Le disque du soleil vespéral achevait sa course. Je l'accompagnai au portail. Après quelques propos échangés, lui remis une liasse de billets. Elle prit mon contact et affirma son désir de me revoir. Je n'y trouvais pas d'inconvénient. Mais Huefa me tuerait si je faisais cela. Nous avions marché jusqu'à la rue située à 200 mètres de la villa et parcourûmes le trottoir quelques minutes en quête de Tassimoto. Elle tenait toujours à ce qu'on se revit. Un zème klaxonna.
De l'autre côté de la rue, nous le fîmes signe de patienter. Nora traversait la rue quand une voiture surgit de nulle part et la culbuta. Les passants criaient « Eh oui, eh oui !» Elle l'a tué. La voiture l'a tué. Je fus horrifié de voir Nora ainsi écrasée, sans vie, baignant dans son sang. Quelle est cette histoire dans laquelle je m'étais engagé? De plus en plus, je découvris l'inextricabilité de la situation. Dès lors, il faudrait que je prisse une décision pour mettre fin à tout. Pendant que les passants dévisageaient la victime, un gros magouilla vint boire du sang répandu sur le sol avec avidité. Ébahis, les gens tentèrent de le chasser. Mais il s'obstinait toujours à se délecter du sang de Nora. Je compris aussitôt que ce devrait être un manège du vaudou. Mais alors je pris la poudre d'escampette. Quel passage un peu triste, on va dire, mais en même temps qui retrace un peu la réalité que certains jeunes vivent aujourd'hui, n'est-ce pas? Évidemment. Raison pour laquelle le thème de notre échange est la recherche effrénée du gain facile. Qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques années, le phénomène de la cybercriminalité est devenu une réalité chez nous. Autrefois, on parlait du Nigeria d'à côté, où il y avait beaucoup de caïmans. Mais depuis la prise de loi contre la cybercriminalité au Nigeria voisin, nous avons eu la ruée des caïmans sur notre territoire. Et le Bénin aussi riposte. Ça a fait qu'au Bénin, nous avons enregistré beaucoup de caïmans et le phénomène devient alors vraiment une réalité que le gouvernement a pris des lois pour pouvoir réprimer. Donc on fait clin d'œil à l'OCRC puis au CENTIF, oui. Ces structures-là qui... Donc voilà un peu ce qui nous a inspiré parce que nous avons constaté que cette réalité qu'est devenue la cybercriminalité chez nous n'est pas sans conséquences sur la vie des citoyens. Quelles sont alors les conséquences de la cybercriminalité selon vous? Bon, si nous prenons d'abord la cybercriminalité sur le plan national, ça donne une très mauvaise image de notre pays. Parce que ça peut faire perdre au pays beaucoup de partenaires, des financiers, des partenaires financiers qui peuvent fuir le Bénin, tout simplement parce qu'ils se disent que le Bénin est devenu le repère des caïmans qui peuvent leur extorquer de l'argent. Il y a plusieurs jeunes aussi qui perdent des opportunités tout simplement à cause de cette mauvaise réputation du Bénin au plan international. Oui. En dehors de ce plan, nous pouvons également dire que ça encourage la déscolarisation des jeunes qui abandonnent les études à la recherche du gain facile. Et également, nous pouvons dire, si le phénomène n'est pas réprimé, à long terme, le Bénin manquera de cadres. Parce que c'est les jeunes d'aujourd'hui qui seront les cadres de demain. Exactement. Mais si aujourd'hui ils abandonnent les études au profit du gain facile, imaginez demain ce que ça donnera. Le Bénin, qui était le quartier latin d'Afrique, de plus en plus va perdre davantage de cadres. On ne le souhaite pas. On ne le souhaite pas. J'ai pris plaisir à vous lire 4 nouvelles. Oui, mais ce qui est intéressant dans cette première nouvelle-là, vous parlez de cybercriminalité, c'est vrai, mais vous parlez de la divinité qu'elle insigne. C'est l'extrait que vous avez lu. Oui. Comment les jeunes utilisent cet égrégore-là, cette entité hématophage. C'est une entité hématophage. Elle ne boit que le sang. Elle n'a pas de maître. Elle n'a pas de couvent. Elle est incontrôlée, incontrôlable. Et au finish, elle finit par tuer pas tout le monde. C'est-à-dire que quand l'entité est dans un environnement, tout le monde est en danger. Mais comment se fait que les gars, les jeunes, de par cette envie d'avoir vite l'argent, vont jusqu'à ramener cette entité-là à la maison? Oui. Est-ce qu'ils ne sont pas trop courageux? Oui, ils sont très courageux parce que, comme il vient de le dire, c'est un vaudou qui normalement ne doit pas être entre les mains des jeunes. Même, ce n'est pas que nous sommes ici pour faire le procès de quoi que ce soit. Évidemment. Mais ces jeunes vont jusque dans les villages très reculés pour aller chercher cette entité qu'ils utilisent pour subjuguer leur proie, c'est-à-dire leur victime. Il suffit d'avoir ce vaudou pour pouvoir amener quelqu'un à faire contre son gré ce que la personne ne souhaiterait pas faire. Et dans le cas d'espèce,
Parce qu'on vous endort en quelque sorte et on vous demande des millions. Et puis, vous donnez sans même réfléchir. Mais on vous dit, on vous hypnotise autrement. Voilà. Ici, c'est spirituellement parlant que cette entité est utilisée, est mise au service de l'acquisition du D'accord, on va quitter un peu tout ce qui est négatif, on va rentrer ce qui est positif. C'est vrai que vous parlez de cette recherche effrénée de l'argent, la prostitution et tout ça, et la débauche, toutes ces anti-valeurs-là, vous le dénoncez dans l'ouvrage. Dans l'ouvrage. Mais vous parlez aussi des valeurs, vous parlez par exemple des bienfaits de la technologie. Parlez-nous-en. Oui, dans la première nouvelle, comme nous sommes en train de le dire, la toute première nouvelle, le narrateur a pris le temps de démontrer en quoi les nouvelles technologies peuvent être utiles. Lui-même, il le dit. Il reconnaît. Il dit, par exemple, on peut être ici au Bénin et faire des études de doctorat à Lisbonne, ou à Sorbonne, ou à Laval au Canada, rien qu'à partir des nouvelles technologies. Et il dit également, on peut, à partir de ces technologies, mais faire le commerce, créer son entreprise. D'où e-commerce et tout ça. D'où le e-commerce. D'accord. Et il dit également qu'on peut rattraper le retard si entre-temps on n'avait pas eu la chance d'aller à l'école normalement comme tout le monde. Donc avec les nouvelles technologies, je peux me former, je peux faire de l'autodidacte et avoir des connaissances. Mais lui dit, il y a cette voie-là, il reconnaît cela. Mais vu la situation financière de sa famille, lui préfère aller plus vite. C'est tout. Et aller plus vite, il le dit, il a pris des raccourcis, ce qui lui permet d'aller chercher donc l'égrégore dont M. Oseni a parlé tout à l'heure, cette entité qu'est le Kenessi, pour pouvoir parvenir à sa fin. En fait, l'idée de cet ouvrage, c'est juste de sensibiliser. Éduquer. En même temps qu'on dénonce, on sensibilise et on donne quand même les âmes nécessaires pour emprunter une autre voie, un autre chemin. Oui, évidemment. Et l'élément que nous avons exploité, nous avons pris 2 parents. L'un ayant découvert que son fils, le père de Corvi, ayant découvert que son fils est dans la cybercriminalité, est allé directement lui-même dénoncer son enfant. Voilà. Nous savons que c'est l'extrême, mais il l'a fait pour dire ceci. Je préfère avoir mon fils en vie, même si c'est en prison, plutôt que de le laisser être victime de ce vaudou-là. Par contre, pas fait. Le deuxième papa, le deuxième père, c'est le père de Gababi, qui ne l'a pas fait. Lui ne l'a pas fait. Le jour où il a découvert un sac rempli de millions, il a récupéré le sac et dit à son fils, ne reprends plus. Mais malgré ça, l'enfant a continué. Et à la fin, il a perdu les conséquences de son acte. Et c'est le fils même qui l'a tué finalement. Pour son en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Un mot pour conclure très rapidement. Un mot pour conclure. Oui. Nous ne pouvons rien dire si ce n'est que de remercier le gouvernement, de remercier le président de la République pour les efforts qu'il fait pour mettre fin à la cybercriminalité. Et aussi, nous voudrions passer par ici pour sensibiliser la jeunesse et leur montrer le chemin qu'il fallait emprunter, sinon qu'il faut emprunter pour s'enrichir, avoir de l'argent comme eux tous le souhaitent, mais en travaillant. Et c'est pour cela que nous avons pris le temps de le dire à travers l'ouvrage. À partir de la 4e nouvelle, nous avons montré un chemin qui est celui de travailler pour pouvoir obtenir ce que l'on veut et non d'emprunter la mauvaise voie. Merci Martin Capo. C'est Capo, hein, non Capo. Bon, je dirais que je suis l'intrus de la famille qui porte Capo. Sinon, tout le monde porte le nom Capo dans la famille. D'accord, donc et c'est la sage-femme qui m'a baptisé. Oh là là, c'est pas gentil. C'est original, c'est original. Merci beaucoup, Martin Capo. On a pris du plaisir à vous entendre, à vous suivre, et on va conclure en disant tout simplement aux parents, en disant à la jeunesse béninoise de toujours dénoncer. Quand vous sentez que c'est pas bon, dénoncez. L'Office de répression de la cybercriminalité, l'OCRC, est là. Vous pouvez les contacter via leurs canaux digitaux pour simplement dénoncer. Il y a aussi un numéro vert 10
disponible pour le faire. Merci beaucoup à vous, mais vous restez sur place avec moi pour recevoir mon second invité. Hosseini Yaya, je sais que vous êtes musulman, mais ne dit-on pas que Dieu est unique? Je suis monothéiste. Quelle que soit la religion? Je suis monothéiste. D'accord. On installe donc mon second invité. Il n'entendait pas et il ne parlait pas. Elle dit depuis sa naissance. Depuis mon naissance, mon enfant ne parle pas. Il n'entend pas. Et je crois à Jésus-Christ de Nazareth que mon enfant va guérir. C'est sa grande soeur qui pleure là. Bonsoir, pasteur. Bonsoir ma fille. Il y a de cela quelques jours, j'ai rêvé et j'ai vu que mon frère allait parler. Depuis sa naissance, il ne parle pas. Et puis, quand j'ai appris qu'il y avait 2 croisades ici, le premier jour que vous avez commencé, j'ai jeûné. J'ai dit, Seigneur, ce que tu vas révéler, il faut que tu le fasses. Même moi-même, tu dois me guérir. C'était là, je dis, mais pasteur, tu dois parler pour mon frère avant de quitter ici. Si tu ne le vois pas, c'est que je vais le tirer et t'arrêter avant que tu ne le guérisses. Et effectivement, il a fait. Waouh. Il n'a jamais parlé depuis il est né. C'est maintenant qu'il va apprendre. Dis Jésus. Celui que nous recevons a un prénom qui pourrait vous laisser croire qu'il est musulman, mais non, c'est un chrétien et d'ailleurs, il est pasteur. Mohamed Sanogo, c'est son nom. Il est pasteur principal, auteur et missionnaire ivoirien, fondateur et surveillant général du ministère des messages de vie et de l'église des vases d'honneur, basé à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Il est au Bénin dans le cadre d'une mission, raison pour laquelle il est présent sur ce plateau d'ailleurs pour nous en parler. Pasteur Mohamed Sanogo, bonjour. Kwabo au Bénin, comme on le dit chez nous. Comment vous allez, pasteur? Je vais bien. Bonjour Rebecca. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Un plaisir de vous recevoir sur notre plateau. Je le disais, vous êtes au Bénin depuis 2 semaines pour la campagne Jésus sauve Afrique. Quel point peut-on faire des étapes de Parakou et de Boykan? Mais déjà, le premier point, c'est d'être reconnaissant à Dieu. Reconnaissant aussi aux autorités qui ont permis à ce que cette campagne ait lieu. Et nous sommes reconnaissants à Dieu parce que les choses qu'on a vues, les choses qu'on a vécues à Parakou et Boykan, voilà, ça dépasse l'entendement. Là, tout à l'heure, l'extrait montrait que jusqu'à témoignage d'un enfant. Et là, c'était au Bénin? Ça, c'était à Parakou. D'accord. C'était à Parakou, un enfant qui est né sourd et muet, qui n'a jamais parlé, jamais entendu. Et là, on a vu m'entendre et puis parler. Mais il n'a pas été le seul, il a été des dizaines de personnes, plusieurs paralytiques qui ont marché. Ça, c'était à Parakou, à Boykan. Je pense que c'était encore plus. On avait encore plus de témoignages de la puissance de Dieu. C'est Dieu qui le fait. C'est Jésus qui l'a fait au nom de Jésus. Et nous avons vu cela à Parakou et puis à Boykan. Et vous ne prêchez pas que l'évangile, hein, votre campagne est accompagnée d'actions sociales, c'est bien ça? En effet, donc en plus du témoignage du message de Dieu, du message de Jésus, qui est le message de l'amour, que Dieu nous aime, qui sera par la grâce de Dieu aussi maintenant à Cotonou et puis à Calavi, voilà, c'est là qu'il arrive. On a des actions de compassion, comme on les appelle. Au niveau de Parakou, nous avons par la grâce de Dieu au niveau du CHD intervenu au niveau de 3 salles de la maternité équipées en lit d'accouchement et puis toutes sortes d'équipements. Voilà, donc refait des salles, rééquipées, réhabilitées. Au niveau de Parakou, on a aussi traité 100 cas de cataracte, ils sont en cours même d'opération, de personnes qui souffrent de cataracte, 100 personnes. 2 centres hospitaliers ont été équipés au niveau du volet mère-enfant, côté maternité. À Boykan, on a fait ce qu'on appelle les consultations foraines, voilà, qui ont reçu des milliers de personnes qui sont venues recevoir des soins et avec les médicaments gratuitement. Donc c'est pour tout ça aussi qu'on remercie les autorités qui nous ont permis de pouvoir valider les médicaments qu'on envoie. C'est des tonnes de médicaments qui ont été donnés gratuitement après que c'est des dizaines de médecins qui étaient présents, qui ont reçu, avec aussi la réfection et l'équipement de 3 centres hospitaliers au niveau de Boykan. Donc en plus de l'évangile, voilà des actions que nous menons.
Merci beaucoup à vous au nom des Béninois. Et après Boycon et Parakou, l'étape de Cotonou démarre ce soir même. Exactement. Au stade René Pleven. Elle sera suivie de l'étape de Calavi. C'est bien ça. À quoi doit-on s'attendre pour ceux qui vont effectuer le déplacement? Déjà, je vous invite, vous tous. Voilà. Merci. Je vous invite, vous qui me suivez, toi qui me suis, il faut que tu sois là et qu'on ne te raconte pas, voilà, et voir ce que Dieu fait. Alors, la Bible dit que la fin d'une chose vaut mieux que le commencement. Donc, on a vu la façon dont Dieu a commencé avec grâce, puissance, force. Voilà. C'est des milliers et des milliers de gens qui ont été guéris miraculeusement. Pas des centaines, pas deux, trois, c'est des milliers. Les témoins sont innombrables. Donc, si Dieu fait une chose mieux à la fin qu'au commencement, que nous réserve-t-il pour Cotonou? Voilà, nous sommes là et nous allons voir la grâce de Dieu se manifester. Alors, j'invite tout le monde, voilà, si vous êtes à Cotonou, de ne pas vous priver de ce moment. Dieu guérit gratuitement, il n'y a rien à faire. Dieu nous visite, Dieu aime le Bénin, Dieu nous aime et Dieu veut nous équiper parce que le Bénin a un grand destin. Le message n'est pas seulement de... On annonce l'évangile, mais l'évangile nous ramène sur la réalisation de ce qu'on doit être. C'est ça le but du message de Jésus-Christ. Et j'invite donc, ce sera donc à Cotonou. On va prier pour les malades, parce que la maladie est un frein à l'accomplissement d'une personne dans sa vie. Donc, venez recevoir la guérison, venez recevoir une orientation divine. Donc, au stade René Plevel, ici à Cotonou. Et puis, donc, aujourd'hui et demain à Cotonou, René Plevel. Et puis, jeudi, c'est ça? Vendredi, samedi prochain, voilà, à Calavi. D'accord. Et à Calavi, ce sera où précisément? Au CG, je ne sais pas, je ne sais plus le nom. CG 1 d'Abomey Calavi? Non, CG comment? Zoka. Voilà, excusez-moi. D'accord. CG Zoka. On vous y attend. CG Zoka, d'accord. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a des critères pour participer ou c'est totalement gratuit? C'est totalement gratuit. Si vous m'entendez, vous êtes tous invités. Je vous invite personnellement. La raison pour laquelle je suis ici à ce rendez-vous du midi, pour dire à mes frères du Bénin, vous êtes un pays béni et vous allez être encore une grande bénédiction pour toute l'Afrique et pour le monde. Que la grâce de Dieu soit manifestée, que Dieu qui nous a appelés vraiment donne cette force-là. Donc vous êtes tous invités, tu es invité, il n'y a pas de condition. Tout le monde est invité et surtout, venez avec vos parents, les personnes. Si vous-même êtes en mauvaise santé, vous avez des problèmes de santé, vous avez des personnes qui sont en mauvaise santé, ne les gardez pas. Venez avec eux. Dieu va sûrement vous visiter. Merci beaucoup, pasteur Mohamed Sanogo. Un appel pour terminer, ou c'était déjà l'appel? Mon frère, il ne veut pas parler. C'est vous qui dirigez l'émission, monsieur Yaya. Non, maman ivoirienne, donc c'est mon frère. D'accord, on a compris. Juste avant d'arriver au Bénin, on était à Sassandra. C'est chez moi qu'il y a Sassandra. Mais on était à Sassandra, c'est-à-dire qu'il accompagne... Mais voilà donc. Il s'est vu, hein. Donc ça fait deux fois on vient chez vous. Tu vois. On est parti dans votre village à Sassandra. Chez moi à Sassandra. Et puis maintenant on est arrivé à Cotonou. Tu vois, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard de toutes les manières. D'accord. Alors un mot pour finir, pasteur. Mais voilà, en tout cas, je tenais d'abord vraiment à remercier les différentes autorités, depuis la plus haute autorité jusqu'aux différents qui ont facilité l'organisation de ces programmes, de ces événements. Là, nous sommes à la fin avec ces deux villes. Bon, on a encore 4 jours intenses de campagne, de croisade. Et donc, profitez une fois de plus pour vous inviter. Je t'invite, si tu tombes si tu regardes cette émission, viens, déplace-toi. Au départ, on voulait faire seulement à Calavi, mais on s'est dit non, on va priver Cotonou d'un programme. Surtout que c'est gratuit. Voilà, que tout est gratuit. Donc mardi, mercredi, aujourd'hui et puis vendredi, samedi à Calavi. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, pasteur Mohamed Sanogo. Merci pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes au Bénin dans le cadre de la campagne Jésus sauve Afrique. La dernière étape démarre ce soir au stade René Pleven. Merci beaucoup à vous et on vous invite, le pasteur, vous l'avez entendu, vous invite. Allez-y et vous aurez certainement la guérison et la réponse à vos préoccupations. Bel après-midi à vous, pasteur. Merci, Rebecca. Merci. Cette émission se poursuit. On installe à présent 3 minutes pour convaincre. Merci beaucoup, Oseni Yaya. Oseni Yaya, permettez-moi de parler. Merci.
Alors, 3 minutes pour convaincre ce midi. Hugues Dagbedji nous a envoyé son projet via cette vidéo. Regardez. De mon projet, j'ambitionne de mettre en place une plateforme reliée à des drones de pulvérisation pour aider les producteurs, les exploitants agricoles de façon générale. En effet, il n'est pas rare de constater qu'aujourd'hui, trouver de la main-d'œuvre de qualité, surtout engagée et motivée, devient de plus en plus problématique. Et donc, parfois, quand vient l'heure pour un producteur de pulvériser son champ pour pouvoir lutter contre les attaques diverses ou pour pouvoir booster sa productivité, il est parfois confronté à la problématique de la main-d'œuvre. Plus important encore, surtout s'il s'agit d'une superficie très élevée, 30, 40, 55 hectares, cela peut lui être très coûteux. Pour pallier à cela, je propose de louer aux producteurs des drones de pulvérisation moyennant une rémunération et dont le plus grand rôle sera d'aider à appliquer des traitements sur les cultures dans les champs. Autrement dit, pulvériser les champs de manière plus précise et efficace, réduisant les coûts et minimisant l'impact sur l'environnement. De plus, les drones pourront être utilisés pour détecter les maladies, les parasites et même réaliser des cartes de rendement pour aider les agriculteurs à prendre des décisions éclairées. Alors, si vous pensez que ce projet est intéressant et qu'il peut impacter positivement, je reste ouvert et n'hésitez pas à me contacter pour y contribuer. Merci et portez-vous bien. Hugues Dagbedji qui nous parlait à l'instant de son projet, un projet de drone de pulvérisation. Chers amis, vous avez entendu un mot par rapport à ce projet. Je commence par Hosseini Yaya. Avec les drones, c'est pas assez de précision, c'est la technologie au service de l'agriculture. Donc c'est un projet à saluer parce que les drones de manière précise pourront détecter la zone à embraver, la zone à cultiver et l'arroser pour ne pas gaspiller les ressources. Je crois que c'est vraiment réfléchi, c'est un grand projet, c'est un bon projet. Merci. Et moi, je pense qu'on aura le gain du temps aussi. Oui, et en même temps, le rendement. Et c'est malheureux, hein, il y aura moins d'ouvriers dans ces champs. Mais il suffit juste que ces ouvriers apprennent à utiliser le drone. Voilà. Et là, ils pourront gagner en temps. La machine pour ce qu'on peut faire en 2 jours, 3 jours. En une journée, ils peuvent pulvériser des hectares. C'est intéressant. Simplement. Merci beaucoup à vous. Hugues Dagbedji, on vous souhaite du courage. Et comme on a l'habitude de le dire par ici, si les téléspectateurs, les autorités compétentes qui nous suivent par ici écoutent et voient votre projet et sont intéressés, ils peuvent nous contacter. Toutes ces personnes-là peuvent nous contacter tout simplement pour pouvoir aider Hugues Dagbedji à réaliser son projet. Alors, pour les personnes qui désirent faire connaître leur projet, il vous suffit de nous contacter via notre page Facebook, le rendez-vous de midi, et on se fera un plaisir de partager avec les téléspectateurs vos idées par ici. Mode beauté pour boucler la boucle. Mode beauté pour boucler. Regina, merci. Merci de nous. Regina qui s'installe, Regina Olaïde Djegoun, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va très bien. Homme, votre morphologie détermine votre capacité à prendre du muscle. Bon, déjà, il n'y a pas de cas pratique sur le plateau, donc ce serait très bien. Hein? Regina va pouvoir commencer par le cas qui est tout juste à côté d'elle. Regina, qu'est-ce qu'on retient? Oui, je pense que beaucoup de téléspectateurs ne savent pas que la morphologie intervient aussi dans la prise de muscles. En général, on a trois grands types de morphologie quand on parle des hommes. On a les hommes qui mangent beaucoup, mais qui ne prennent pas un poids. 1 gramme. Oui, 1 gramme. C'est-à-dire qu'ils mangent beaucoup, tout ce qui est pâtisserie, chocolat, pas tout, mais ils ne prennent pas 1 seul kilo en plus. Souvent, c'est des gens minces et lancés. Par contre, il y a d'autres, ils mangent même pas beaucoup. Mais dès qu'ils grignotent, c'est-à-dire ils grignotent entre 2 repas, ils mangent entre midi et le soir. Ils grossissent. Même si c'est une petite quantité, ils prennent du poids, naturellement. Ces gens-là ils arrivent difficilement à perdre le poids qu'ils prennent. Et en plus, ils arrivent difficilement à avoir du muscle. Et la troisième catégorie, c'est les gens qui, on dit souvent, c'est les plus chanceux. C'est des gens qui mangent,
prennent du poids, mais perdent encore facilement le poids qu'ils ont pris et ils prennent aussi facilement du muscle. Si je dois aller sur les noms scientifiques, c'est les gens qui sont chanceux par la nature, c'est les mésomorphes. C'est des gens qui, lorsque ils ont cette morphologie, ils ressemblent à la forme V chez les hommes. C'est-à-dire, ils sont musclés, ils sont développés en haut, mais en bas, ils ne sont pas aussi développés que ça. Les gens qui mangent et qui n'arrivent pas à perdre du poids, alors qu'ils ne mangent même pas beaucoup, ces gens-là, on les appelle les andromorphes. Ceux-là, ils sont gros au niveau du ventre, ils sont ventrus, ils sont petits, trapus, ventrus. Voilà. En fait, ce n'est pas un défaut s'ils arrivent à connaître leur morphologie, c'est-à-dire ils arrivent à savoir qu'ils sont andromorphes. Il y a des activités physiques qu'ils peuvent faire pour avoir la forme de leur rêve, pour ressembler, entre guillemets, aux mésomorphes. C'est-à-dire, c'est des gens qui doivent faire attention à ce qu'ils mangent parce que naturellement, ils grossissent déjà, ils prennent du poids quand ils mangent comme tout le monde. Ils ne doivent pas manger comme tout le monde. Il faut attention à tout ce qu'ils mangent pour pouvoir rééquilibrer leur silhouette. Maintenant, les ectomorphes, c'est les gens qui ne grossissent pas et qui aussi ne prennent pas du muscle. Là aussi, ils ne doivent pas manger tout parce qu'ils ne grossissent pas. Surtout là, ils font beaucoup l'erreur là. Ils mangent beaucoup parce qu'on ne voit pas ça sur eux. Alors que même quand ils mangent beaucoup, on ne voit pas ça sur eux. Ils n'arrivent pas à avoir du muscle. Donc, il faut travailler leur nourriture en prenant beaucoup de protéines pour avoir du muscle. Donc, quand tu connais ta morphologie et que tu sais que tu veux ressembler à quelqu'un comme un mésomorphe, tu veux avoir une silhouette donnée, tu sais sur quoi travailler pour avoir cette silhouette. Voilà pourquoi c'est important de connaître sa morphologie lorsqu'on est un homme. On va passer au cas pratique. Pour le cas pratique, je peux demander... Parce qu'il ne dira pas la vérité si je pose cette question. Non, il faut lui poser. Ah bon? C'est vrai. Tu ne veux pas, on a gagné. Il faut le prendre comme exemple. Non, on parlera des deux. On commence par Yaya. Vous mangez beaucoup? Non, il faut être sincère. Tout le monde sait que je ne mange pas beaucoup. C'est qui le tout le monde? C'est qui le tout le monde? Je ne mange pas beaucoup, mais je grossis vite. Donc il est dans quelle catégorie là déjà? Non, faut dire andromorphe, je vais noter. Andromorphe, il ne mange pas beaucoup, mais il prend rapidement du poids. Donc si on prend ces mesures-là, je suis sûre qu'il sera ventru, c'est clair. Parce que les andromorphes... Non, les andromorphes sont ventrus, c'est pas moi qui le dis, c'est comme ça. Oui, c'est comme ça. Si on prend ton tour de ventre, de taille, ce sera supérieur à ton tour d'épaule. Il faut mesurer. Non, forcément. Pas de... Non, forcément. Ok. La preuve, c'est que je connais ta mesure. Ok, non, c'est bien. Là... évidemment. Non, c'est bon. Alors, on retient que Monsieur Yaya est andromorphe. Oui. Donc, andromorphe, c'est ceux qui mangent beaucoup. Non. Ils mangent ceux qui mangent peu, mais prennent du ventre. Mais prennent du ventre, grossissent. Oui, grossissent en fait. D'accord. Il doit faire attention. Autre chose. C'est tout. Il est andromorphe. Oui. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit faire attention à ce qu'il mange et il va prendre beaucoup de protéines, pas beaucoup de glucides, parce que comme ça, il prend du poids dès qu'il mange. Protéines, ça ne va pas lui faire prendre du poids. Il prend des glucides, mais pas beaucoup. Maintenant, pour le sport, il va avoir un coach, mais je peux déjà lui dire que les andromorphes font beaucoup de sport d'endurance, c'est-à-dire dans les salles de gym, les courses sur les tapis roulants. C'est bon pour eux parce qu'ils perdent des kilos. Par contre, l'ectomorphe ne peut pas faire ça parce qu'il est déjà mince, il va encore perdre alors qu'il veut se muscler. Donc, c'est des gens qui vont prendre des poids pour se muscler, pour avoir une carrure assez imposante. D'accord. En face de vous. Je suis Martin Kako. Je me retrouve là. Vous vous retrouvez dans quelle catégorie? La première catégorie. Ectomorphe. Il mange, mais il grossit jamais. Voilà, ectomorphe. Oui, parce qu'il est une grâce. Donc, c'est ce que vous pouvez faire pour vous. Si vous voulez ressembler à un mésomorphe, c'est-à-dire un peu de carrure, un peu de stature, c'est qu'il faut prendre des poids, soulever des poids. Oui, mais pas aller sur un tapis roulant, non. Parce que vous allez encore perdre le peu que vous avez. Les gens disent que je suis Doumak Pamé. Oui, ok.
Monsieur Yaya est andromorphe. Oui. Monsieur Martin. Monsieur Martin est ectomorphe. Ectomorphe, ceux qui mangent beaucoup. Mais on ne voit jamais. Voilà, on ne voit jamais. Monsieur Taragwe Valais, c'est vrai, il n'est pas là. On lui fait un coucou parce qu'il est un peu souffrant. Vous l'avez déjà vu plusieurs fois. Je dirais ectomorphe aussi. Je dirais ectomorphe. Parce que je ne l'ai pas vu avec le ventre, il est mince, non? Non, c'est parce qu'il porte souvent... mais il n'est pas mésomorphe parce qu'il n'a pas la forme V. Donc peut-être... Un mésomorphe, c'est ceux qui ont la forme V, ceux qui sont déjà développés, ont du muscle, comme on le dit, les tablettes de... Exactement. Voilà. D'accord. Maintenant, c'est vrai que je disais qu'on allait parler des femmes et des hommes, mais au niveau des femmes aussi, est-ce qu'il y a différents types de femmes selon que... C'est vrai, on avait déjà parlé de la morphologie et tout, mais concernant ces catégories andromorphes, mésomorphes, c'est ça? Et ectomorphes. Non, ectomorphes. Ectomorphes. Est-ce que les femmes peuvent se retrouver aussi dans ces catégories? Oui, c'est possible, bien sûr. Mais en fait, on ne les catégorise pas là parce qu'on a déjà notre... forme A, H, IS, mais elles peuvent se retrouver là, parce que je connais des femmes qui mangent aussi beaucoup, mais qui ne prennent pas du poids. Donc elles peuvent se retrouver là, mais quand elles vont vouloir s'habiller, elles ne vont pas se conformer à ça pour pouvoir s'habiller. Madame Rebecca est dans quelle catégorie? Je sais pas si elle mange beaucoup. Observez là, dites-nous de quelle. Ah, je ne peux pas observer, non. Pour catégoriser, déjà que j'ai pas... Voilà, il faut me poser la question. Ah, c'est ça que j'ai dit, si vous mangez beaucoup. Non. Donc déjà... Non, déjà, quand vous me regardez là, je suis capable de manger beaucoup. C'est possible, parce que l'autre mange déjà beaucoup, mais il ne grossit pas. Non, moi je ne mange pas beaucoup. Ok. Pas du tout. Ok, donc déjà, on est sûr qu'elle n'est pas ectomorphe. En plus, j'ai rarement l'appétit. Donc, déjà, j'ai pas de ventre. Mais de toutes les manières, pour les femmes, c'est ça, j'expliquais. Oui, on ne peut pas prendre ça parce qu'avec ça, elles ne pourront pas s'habiller. Les hommes, c'est avec ça qu'ils vont pouvoir faire du sport pour pouvoir avoir la silhouette qu'ils veulent. Et c'est avec ça qu'ils pourront aussi s'habiller. Voilà. En moyenne, il faut combien de temps de sport pour avoir véritablement, pour prendre du muscle comme pour prendre du muscle. Ok. Pour les gens, les ectomorphes, c'est-à-dire les gens qui mangent mais qui ne prennent pas de muscles. Exemple, monsieur Marius. Oui. Et Martin, pardon. Et qui doivent soulever des poids pour se muscler un peu. Ils ne peuvent pas faire des sports d'endurance durant pas trop longtemps. Parce qu'en fait, ils vont perdre du poids. Okay. Là, parce qu'ils ont un métabolisme très rapide. C'est pour ça qu'ils mangent beaucoup. Donc, quand ils font aussi trop de sport, ce n'est pas bon pour eux. Par contre, les trapus et petits, les andromorphes, sont bizarrement, naturellement forts. D'accord. Contrairement aux ectomorphes. Quand vous regardez aussi Yaya là, il est fort là. Je comprends mieux. Non, je suis vraiment fort. Donc ils peuvent faire de longues distances, ils peuvent être endurants. Oui. Mais ils pètent difficilement. C'est-à-dire ils font tellement le sport, mais ils pètent difficilement ce qu'ils emmagasinent en fait. Mais généralement, c'est combien de sport? Est-ce que ça fait 1 mois de sport, 2 mois de sport? Je pense que s'ils ont le bon coach qui sait sur quoi il faut travailler, 1 mois, oui. Voilà. Même ce qu'il faut faire, c'est-à-dire que quand tu vas en salle de sport et que tu es andromorphe, il ne faut pas qu'ils te disent d'aller sur un tapis roulant et tu vas faire que ça. Si tu fais que ça, tu ne vas pas changer grand-chose. Mais déjà, avant d'aller en salle de sport, il faut connaître sa catégorie. C'est important de connaître. Parce qu'en fait, les gens pensent que ce n'est pas important, que c'est pour s'habiller. Non, pas seulement les bombas, c'est bon. Non, c'est important parce que ça n'intervient pas que dans l'habillement. Ça intervient aussi dans votre forme et même dans la santé. Puisque si tu sais que tu es andromorphe, tu dois savoir que à telle chose, je ne dois pas trop manger. Parce que dès que je mange, ou bien quand tu finis de manger à midi, il ne faut pas que je grignote. Si je grignote, je vais prendre du poids et que je vais avoir des difficultés à perdre. Voilà. Parlons maintenant alors de l'habillement. Oui. Selon ces différentes catégories, comment est-ce qu'on devrait s'habiller? On en a parlé, donc on revient dessus rapidement. Oui, très rapidement. Les andromorphes, déjà, au niveau des costumes, ils doivent éviter de porter les costumes à 6 boutons, à 8 boutons, parce qu'ils ont du ventre. Ils vont porter seulement les costumes qui ne se croisent pas, ceux qui sont avec 1, 2, 3 boutons alignés.
lorsqu'ils portent, ils laissent le costume ouvert et la veste plutôt ouverte. Ils mettent un blazer, c'est ouvert. Maintenant, pour les good luck, ils doivent éviter de faire les motifs qui vont jusqu'au niveau du ventre. Parce que les motifs doivent être au niveau du torse pour faire visuellement l'impression qu'ils ont du torse alors que c'est le ventre qu'ils ont. Voilà. Et moi, j'ai le torse. Pour les andromorphes. Oui. Maintenant, pour ce qui est bien chez les ectomorphes, c'est que eux, comme ils sont minces, ils peuvent porter et la veste croisée et la veste avec les boutons alignés. Au niveau des good luck, ils peuvent faire toutes sortes de designs parce qu'ils n'ont pas du ventre. Ils n'ont pas du ventre. Mais ce que je peux leur recommander, c'est que les designs soient aussi beaucoup au niveau du torse pour pouvoir donner l'impression qu'ils ont une stature donnée. Parce que l'homme, quand quelque part, lorsqu'il est imposant, c'est chic. Donc ils vont donner l'impression qu'ils sont imposants. C'est chic. Mais le mésomorphe, lui, peut tout se permettre. C'est chic. Mais en réalité, que ce soit ectomorphe ou andromorphe, il peut devenir mésomorphe en travaillant en salle de gym. C'est-à-dire, lorsque l'ectomorphe prend les poids là, il peut devenir mésomorphe en faisant attention à ce qu'il mange, c'est-à-dire qu'il prend beaucoup plus de protéines et de glucides. Et l'autre doit arrêter de prendre beaucoup de glucides, mais prendre de protéines et faire beaucoup de trucs là sur le tapis roulant pour perdre le ventre qu'il emmagasine. Regina, merci. Monsieur Capot, qu'est-ce que vous pensez de ce petit coup-là de Regina? Est-ce que, avant de venir sur ce plateau, vous aviez eu déjà ces informations auprès de quelqu'un? Non, pas du tout. J'étais même surpris d'apprendre qu'il y a 3 catégories d'hommes. Mais je ne savais pas, je ne suis pas informé. Mais je pense qu'avec ce qu'elle vient de m'enseigner, je vais veiller, en tout cas avec madame à la maison, veiller à mon alimentation et aussi prendre l'habitude de faire un peu de sport parce que le boulot ne permet pas. Mais est-ce que la marche, quand il parle de sport, est-ce que la marche aussi c'est... Oui, la marche surtout pour en fait, les andromorphes, parce que tout le problème est là, il faut qu'ils fassent du sport tous les jours. Les andromorphes n'ont pas besoin de tous les jours, ils peuvent faire dans la semaine, 2 ou 3 fois dans la semaine. Mais les andromorphes tous les jours parce qu'en fait, eux, c'est pas possible, ils emmagasinent tout ce qu'ils mangent, donc ils doivent faire du sport tous les jours, sinon c'est là, c'est quelque part dans le ventre. Oseni Yaya. C'est un plaisir, on apprend toujours avec Madame Regina. Et je crois qu'elle apporte beaucoup aux téléspectateurs, aux téléspectatrices. Il faut faire attention à sa santé, il faut faire très attention à sa santé parce que la santé c'est la vie. Donc, pour être en bonne santé, il faut faire très attention, il faut bien manger, il faut bien s'habiller. La vie se conjugue au présent et donc il faut en profiter. Donc je ne peux que lui demander courage de continuer à faire des recherches pour nous apporter encore d'autant d'informations. Donc merci. Merci. Et merci de nous faire briller sur le plateau. Regina, un mot pour conclure. Non, en fait, moi, je vais poser plutôt une question. Pourquoi est-ce que vous étiez en train de lui poser la question de mot de feu, vous étiez en train de sourire comme ça? Non, moi. Non, comme si le coup lui était adressé. Le coup n'était pas adressé à monsieur. Non, pas du tout. Non. Qu'est-ce que je vais dire? Lui-même, il sait que c'est... Comme mot de fin aux téléspectateurs, qu'ils fassent attention à tout ce qu'ils mangent et leur dire encore une fois de plus que c'est important de connaître sa morphologie parce que ce n'est pas que l'habillement, c'est aussi la santé qui est en jeu. Voilà. Regina, merci. Et c'est déjà la fin de ce numéro de votre émission, le rendez-vous de midi. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à cette émission, votre émission, le rendez-vous de midi. Prochain rendez-vous demain à 12h. En attendant, gardez votre position gentiment. Le JT de 13h, c'est dans quelques minutes avec Ghislaine Adimi. Bye bye.